tout petit clin d'œil au tsunami qui m'a beaucoup aidé pour ce travail et dont j'ai complètement déréglé le sommeil. Voilà, super. Alors, le plan de cette intervention, nous allons commencer par se mettre d'accord sur ce qu'est le travail posté et faire la différence entre travail posté et travail de nuit. Ensuite, on va parler du sommeil, quand, comment, pourquoi, le sommeil naturel. Mais oui, mais non en fait, parce que le problème c'est qu'on ne peut pas avoir ce type de sommeil. Ensuite, je vous parlerai de quelque chose de très important, c'est la zone d'efficacité, parce que ce qu'on va nous demander, c'est non seulement de travailler à des horaires qui sont décalés, mais en plus d'être efficace, ce qui sont quand même deux choses différentes. Donc, on rentrera là dans le vif du sujet, quelques conseils pour pouvoir préparer sa garde, comment on peut s'optimiser, comment se réguler pendant sa garde, dans un sens comme dans l'autre, se réguler pour se détendre et se réguler pour s'optimiser et être efficace. Et enfin, comment faire le lendemain pour récupérer efficacement. C'est bon pour tout le monde? Oui? On finira par 10 petites recommandations qui peuvent aider. Le travail posté. Le travail posté, on va prendre une définition officielle, donc tout mode d'organisation du travail selon lequel les travailleurs sont occupés successivement à une même tâche, à des heures différentes, de manière rotative. En fait, ce qui est très important là, c'est que on fait le même boulot dans des amplitudes horaires différentes. Ça peut être de jour, ça peut être de nuit, ça peut être 2 jours et 2 nuits dans la même semaine, ça peut être 2 jours et 2 nuits dans un mois. Enfin, en gros, ça entraîne des grosses dérégulations. Le travail posté, il y a des études de fait, l'Institut national de recherche supérieure 2022, pas longtemps, perte d'1 à 2 heures de sommeil par jour, en moyenne. C'est énorme. C'est énorme. Et ça a des conséquences sur notre santé. Une possible désadaptation, isolement social, professionnel, familial. Difficile parfois de comprendre le rythme des soignants quand on n'est pas soi-même soignant. Fatigue aiguë quand on sort de nuit, irritable quand on sort d'une garde difficile. Fatigue chronique parce qu'il faut se remettre. Trouble du sommeil. Et de plus en plus, plus longtemps on va travailler dans ce mode d'organisation, plus on va déréguler notre sommeil, donc une fatigue vraiment chronique qui s'installe dans le temps. Possibilité d'anxiété, de dépression, déséquilibre métabolique et endocrinien parce qu'on se dérégule chronobiologiquement. Troubles gastro-intestinaux parce qu'en plus on ne mange pas bien. Et un risque accru de troubles cardiovasculaires. Donc, le travail posté, ça a un impact direct sur notre santé physique, notre santé mentale. Alors, bien entendu, on est dans un congrès d'infirmiers anesthésistes. Je pense que tout le monde ici fait du travail posté. On va quand même se mettre d'accord grâce à nos amis du Syndicat national des infirmiers anesthésistes qui font très régulièrement des grandes enquêtes et qui nous apprennent donc que l'IAD, pour 57% de la population, est concernée par le travail en garde. Donc c'est quand même assez important. Des gardes de 24 heures, 24 heures quoi, 24 heures, 23%. Et des astreintes, 50%. Si on fait une répartition énormément dans le public, un petit peu dans le privé non lucratif, bon, dans le privé lucratif quasiment pas, et les sociétés privées de médecins anesthésistes, ça coûte beaucoup trop cher un IAD de nuit, donc non. Oups, pardon, faut pas que je rigole. Beaucoup au bloc opératoire, pas mal en obstétrique, en salle de surveillance post-interventionnelle aussi. Tout ça, bien entendu, il peut y avoir un intérêt financier pour motiver les personnels, mais c'est surtout une nécessité de continuité de soins. On ne peut pas faire autrement dans nos métiers, il faut faire ce mode d'organisation. Alors maintenant qu'on a fixé un peu le travail posté et le fait, je pense qu'on est tous d'accord que ça concerne la population des IAD, on va parler un petit peu du sommeil. Le sommeil, normal, c'est la baisse de l'état de conscience entre 2 périodes d'éveil, mais dans lequel on peut garder quand même des perceptions environnementales. Et ça, c'est très très important, des perceptions sensitives. Bon, le sommeil, très clairement, c'est une perte de temps. 1/3 de la vie pour les gros dormeurs, 1/4 pour les petits dormeurs. Tous ceux qui ont 60 ans dans cette salle, ils ont dormi 20 ans dans leur vie. On a fixé le truc, c'est quand même assez énorme.
Donc, le sommeil, il concerne quasiment tous les êtres vivants, à part eux. C'est pour ça qu'ils nous embêtent toute la nuit. Les insectes, ils ne dorment pas. Ils s'activent, ils se désactivent. Ils s'activent, ils se désactivent. Les reptiles, eux, on commence à avoir des phases identifiées d'éveil, des phases identifiées de sommeil, mais ça s'arrête là. Et chez le mammifère, là, il y a un truc super intéressant. On a plusieurs types de sommeil. On a l'éveil, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, en fait, qu'est-ce qu'il nous amène? Il nous amène à dire que pendant qu'on dort, notre cerveau y travaille. Et ça, c'est super important. Ça a été mis en lumière par les neurosciences, c'est très étudié ces dernières années, et on fait des découvertes fondamentales, je vous en dirai une tout à l'heure, mais c'est vraiment génial. Si on regarde l'activité cérébrale du mammifère pendant qu'il dort, on y reviendra tout à l'heure, la phase d'éveil, vous voyez qu'il y a vraiment des ondes rapides régulières. Sommeil léger, il y en a un peu moins, il y a des petits pics qui correspondent aux sollicitations extérieures. Sommeil lent, il n'y a quasiment plus rien. Et sommeil, mouvement oculaire rapide, REM, Rapid Eye Movement, sommeil paradoxal. Alors là, on a le cerveau en ébullition, ça tourne à fond. Donc ça, c'est vraiment notre particularité. Maintenant qu'on a fixé, on va parler un peu des cycles de sommeil. Parce que là, on a vu différents états. Le sommeil, en gros, il est constitué de plusieurs cycles. Et pour schématiser ça, souvent, on utilise cette image du train. Donc, on a toujours ce même train qui vient, constitué quasiment des mêmes cycles. Un premier cycle d'endormissement. On bâille, on se relaxe. C'est vraiment de la relaxation profonde. Les idées commencent à être un peu plus lentes, le corps s'apaise et on se prépare à partir. Si on se laisse aller, on tombe dans le sommeil léger. On entend encore, on peut comprendre, mais ça y est, c'est parti. Notre tonus musculaire décroît, notre activité cérébrale décroît, et on prend notre premier train. Si on continue, on arrive dans le sommeil profond. Alors là, il n'y a quasiment plus d'activité cérébrale, on est beaucoup moins d'activité, il y a de l'activité, mais on n'utilise plus, le cerveau n'est plus mobilisé de la même manière, on n'entend plus, tout décroît fortement, et ça va être une phase très très récupératrice pour le corps. Là, c'est vraiment là qu'on régénère nos muscles. Et enfin, au bout de 90 minutes de ces sommeils lents, légers et profonds à peu près, on va rentrer dans cette phase de sommeil paradoxal, qui est la phase vraiment cérébrale du sommeil, où là, le cerveau va être en pleine activité. On appelle souvent sommeil paradoxal parce que le corps, lui, est proche de la tétanie, il ne bouge plus. Mais par contre, le cerveau est très très fort. Pour ceux qui ont des chiens, vous avez peut-être remarqué le sommeil paradoxal chez le chien, c'est génialissime. On les voit très très bien. À l'issue d'un cycle comme ça, qu'on a tous, qui est naturel, deux options. On est suffisamment rechargé, on sort du sommeil, on est prêt à être actif, ou on a encore besoin et on repart dans un cycle comme ça. Des cycles comme ça, on va en avoir 4 à 5 en fonction des gens, et chaque cycle va durer entre 90 et 110 minutes en fonction des types de dormeurs. Là, pour reprendre un tout petit peu, on va voir un hypnogramme. Des hypnogrammes, on va en avoir pas mal pendant le truc, donc pour qu'on se mette bien d'accord. Vous voyez, on a le stade d'éveil en haut à gauche, avec une activité électroencéphalogramme assez rapide. On a le sommeil lent léger, le sommeil lent léger N2. Alors, je n'ai pas différencié les deux, on va garder juste un, qui représente à peu près 55% de notre temps de sommeil, où là, l'activité commence à être plus élargie. Et on rentre dans le sommeil lent profond. Donc le sommeil lent profond, où là on n'a plus d'activité cérébrale, vous voyez c'est vraiment des ondes très lentes, et ça va être surtout en début de nuit. Si vous remarquez bien, sur la fin de nuit, il n'y a quasiment plus de sommeil profond. Quand le corps n'en a plus besoin, il va zapper cette étape-là pour se concentrer sur d'autres. Et l'autre, c'est le sommeil paradoxal. Et vous voyez que là, le sommeil paradoxal, où on a une activité cérébrale vraiment intense, on en a un petit peu en début de nuit, puis petit à petit, ça augmente. Et là, on va faire tout un travail pendant notre sommeil. Je vous mets un de mes hypnogrammes, parce qu'il va y en avoir plusieurs, parce qu'en fait, ce que je vais vous raconter, je l'ai testé. Donc là, vous voyez qu'on a bien du sommeil paradoxal sur toute la nuit, du sommeil profond au début, du sommeil lent pendant l'intégralité, le début de la nuit. Dormir, on a dit que c'est une perte de temps. Un tiers de la vie, c'est beaucoup trop de temps.
Et pourtant, c'est nécessaire. Il faut le faire. Pourquoi ? Parce que si on reprend notre train, on a nos deux sommeils, le sommeil lent paradoxal. Premièrement, le sommeil lent, il va nous permettre de régénérer nos muscles et de pouvoir être actifs musculairement parlant, articulairement parlant, dans nos sensations physiques le lendemain. Régénération énergétique, on va absorber les nutriments, les trier, permettre de faire des stocks pour pouvoir être actif, toujours dans le même but. Là, on est toujours dans le sommeil lent. Et là, une donnée qui est toute nouvelle et qui est épatante, enfin moi je trouve, si ça veut bien venir, le nettoyage cérébral. Eh bien oui, parce que pendant le sommeil paradoxal, le cerveau, il est à donf. Donc là, en fait, pendant cette phase de sommeil lent, le cerveau, il fait quasiment plus rien. Et les neurosciences viennent de mettre en lumière le système glymphatique, qui est un système qui va nettoyer le cerveau, qui va drainer toutes les particules, tous les déchets du cerveau. Et c'est une énorme avancée pour la prévention des maladies neurovégétatives. Donc un très grand truc. Bon, moi, je trouve ça génial, mais bon, je conçois que vous ne partagiez pas. Ensuite, donc, sommeil lent, vraiment plutôt physique, nettoyage cérébral. On passe au sommeil paradoxal, et le sommeil paradoxal, il va déjà vous permettre de gérer vos émotions du jour. Quand une femme se fait demander en mariage ou un truc comme ça, il faut gérer le truc. Donc ça, c'est la nuit. Voilà. Développement cérébral. Tout au long de notre vie, notre cerveau se développe, apprend des choses, traite des informations. Développement de nos comportements en tant qu'être humain, notre manière d'être, de marcher, de manger, de tout ça, ça s'entretient pendant la nuit. Préservation de ce que je suis moi, mon individuation, ma psychologie, ma manière de penser, mes réflexes, mes attitudes, j'entretiens ça, je travaille ça pendant la nuit. Et enfin, mémorisation et créativité. On dit souvent aux enfants, lis ta leçon avant de dormir, tu verras demain tu la sauras, c'est pas pour rien, c'est vrai. Ça participe. Pendant le sommeil paradoxal, on va revoir les informations de la journée. Voilà, dormir, c'est important, c'est nécessaire. Ça peut être une perte de temps, c'est vrai, mais d'un autre côté, c'est une perte de temps inévitable. La question maintenant, c'est quand dormir ? Alors, deux choses. La première, la biologie. En fait, ce n'est pas nous qui choisissons, c'est inscrit dans notre patrimoine. On est soumis à ce qu'on appelle le rythme circadien, que vous connaissez, je pense. Quand le soleil se lève, on s'active par le biais des yeux. La lumière rentre, on sécrète du cortisol, et le cortisol va nous permettre de remonter la pression artérielle, de développer les réflexes, de se préparer à la journée. Et plus on va avancer dans notre journée, plus la vigilance, la coordination, le vasculaire vont être sollicités et aptes à être sollicités. Puis, le soleil se couche, 18h, on est encore actif, et il commence à faire nuit, 21h, et là, c'est plus le cortisol, c'est la mélatonine. Et en fait, on va avoir une espèce d'alternance comme ça, homéostasique, entre ces deux hormones qui vont être en compétition et qui vont réguler notre manière d'être actif ou de se reposer. Ça, associé à une modification de la température qui est très importante. Le soir, on a spontanément froid parce que notre température corporelle descend et que c'est nécessaire pour s'endormir. Tac, tac, tac. Donc, quand dormir ? Juste en se laissant faire, en attendant la nuit, et tout va se faire naturellement. Sauf que, dans notre histoire, il s'est passé deux choses. Il y a deux frères qui ont inventé l'ampoule, et il y a Steve Jobs qui est né. Et ça a tout détruit. Notre mode de vie, notre manière de nous alimenter, les substances qu'on peut prendre, le café, l'alcool, le tabac, tout ça, ça joue sur le sommeil. Les soirées Netflix, ça va, j'ai travaillé 12 heures aujourd'hui, je peux bien regarder la saison 47 de Game of Thrones, je me fais 4 épisodes, c'est pas la mort, je me couche à 2 heures du matin, tant pis, demain je suis en ophtalmo, c'est pas grave. Ça joue beaucoup. Allez, je me fais un petit thé, 2,5 litres, il est 23 heures, je comprends pas, j'ai pas dormi, je suis allé pisser toutes les 2 heures. Moi non plus, je comprends pas. Ce soir, je sors parce que j'en ai marre, j'ai pas de vie, je suis toujours au boulot, faut voir les copains, donc tant pis, je me couche un peu plus tard, mais au moins j'ai une vie sociale, normale. Et enfin, the best, le meilleur.
Si je vous dis portable, tout le monde va me dire lumière bleue, machin. Bah, bien sûr, lumière bleue, mais on empêche de sécréter la mélatonine. Déjà, c'est pas très bien. Mais c'est même pas ça la catastrophe. J'ai laissé mon téléphone à côté parce que si le groupe WhatsApp répond au message de Marie-Thérèse, il faut absolument que je le sache tout de suite. Et puis vu que je suis séparé, si mon mec me dit que les enfants ont de l'eczéma en pleine nuit, il faut que je sois préparé. Et si jamais il y a... Et en fait, votre cerveau, mais jamais vous lui dites, c'est bon, repos, repos, je ne suis pas joignable, je n'existe plus, repose-toi. Et ça, c'est un vrai problème, énorme. Donc, pour aller au vif du sujet, les clés d'un sommeil de qualité, ça va être une bonne balance activité-repos, parce que c'est un équilibre. Si je m'active la journée, je suis fatigué la nuit. Si je ne fous rien la journée, je ne dors pas la nuit. C'est un petit peu normal. En gros, c'est ça. Je respecte mes temps de sommeil. Les temps de sommeil, ils évoluent avec la vie. Le bébé, il dort 20 heures par jour parce qu'il a besoin de dormir 20 heures par jour. Nous, on en dort 7 parce qu'on n'a plus besoin que de ça. Mais il faut les dormir, ces 7 heures. Si on dort que 5 heures alors qu'on devrait en dormir 7, fatalement, on est fatigué. Donc, connaître ses besoins en sommeil. Connaître sa fenêtre d'endormissement. Si à chaque fois, je baille à 21h30 et qu'à chaque fois, je me couche à 22h et que je me dis, c'est bizarre, j'arrive jamais à m'endormir, c'est normal, c'est normal. Donc, connaître sa fenêtre d'endormissement. Favoriser un bon sommeil, c'est déjà préparer son sommeil par le retour au calme. Au calme. Lecture. Bien installé, petite lumière, pas trop chaud. Et je me prépare à aller dormir. Ça va déjà beaucoup mieux. Et je dors dans un endroit qui est fait pour dormir, où il n'y a pas de télévision, pas de console, où quand mon cerveau voit le lit, ici, je vais dormir. Et ça, c'est génial. En fait, c'est très important. Pas de bruit, pas de lumière, de l'air et une température normale pour que j'ai pas trop chaud, parce que si j'ai trop chaud, je ne dormirai pas bien. Tout ça, ça favorise un sommeil de qualité. Tout ça est important. Alors, bon, en fait, c'est facile de dormir. C'est cool. Mais oui, mais non. Mais oui, mais non. En fait, j'ai rien compris, puisque justement, on ne peut pas dormir. Donc, comment on fait? C'est ça qui est important. Si on revient un petit peu en avant, un cycle où les gens ils travaillent sur le même poste de manière rotative, et surtout à des heures différentes du jour, de la nuit, d'une période donnée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout faux. Respect du rythme circadien, non. Respect du cycle du sommeil, certainement pas. Respect du cycle alimentaire, j'ai rien d'un diététicien, mais non plus, en fait. On mange n'importe comment quand on est en travail posté. Et nécessité d'être efficace à n'importe quelle heure, du jour, de la nuit, sur le pont, les gars. Qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte. Voilà ce qu'il va falloir faire. On est obligé, on n'a pas le choix. Alors, il y a une autre catégorie socio-professionnelle qui est reine de l'adaptation, et dont je vais... non, ce n'est pas les médecins anesthésistes, mais ce topo les concerne. Hein. C'est les marins. Les marins qui font les courses au large. Et ça, sujet hyper passionnant, parce que le marin, route du Rhum, trophée Jacques Vabre, les mecs qui partent 100 jours tout seuls sur des bateaux qui coûtent 2 millions, autant vous dire qu'ils ne doivent pas dormir sereinement. Et en fait, pour eux, c'est même plus une question de confort, c'est une question de survie. Parce qu'ils vont être en dette de quantité de sommeil, ils vont être en dette de qualité de sommeil, et s'ils se plantent, on ne va pas juste leur dire que c'est pas terrible, ils risquent vraiment de mourir. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on ne peut pas dormir pendant 101 jours? Ou pas dormir, en tout cas, selon un cycle normal. Donc, très, très étudié chez eux, et ils ont publié plein de trucs, et c'est hyper intéressant, et on va voir ça ensemble. Parce qu'ils ont commencé par faire des tests très simples. Recherche de lettres, addition en colonne, raisonnement logique, reconnaissance de motifs. Hein, vous cherchez le carré, vous cherchez le rond. Et qu'est-ce qu'on voit? Que déjà, dans toutes les catégories, à partir de 12 heures, ça décroît. La ligne rouge, c'est le seuil plus acceptable. Hein, c'est là où c'est dangereux. À partir de 12 heures, il y en a beaucoup, ça devient limite borderline. Mais alors à partir de 24 heures, c'est la grande décadence, quoi. Allez-y, tuons-nous tous, c'est la grande fête. Donc, sommeil et course large, revue de défense nationale, et vous pouvez trouver un article sur le soldat augmenté aussi, qui parle beaucoup de sommeil, de récupération, hyper intéressant. Je vous engage à lire ça, c'est génial. Donc,
toutes les facultés s'altèrent. Avec le temps, si on ne dort pas, toutes les facultés s'altèrent. Vous voyez, sur ce tableau, on va voir la performance sans dormir. La performance sans dormir, c'est la ligne continue, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, sur un marin. Et là, la ligne horizontale fine, c'est le seuil acceptable pour ne pas être en danger. Et ben, on voit très bien qu'à partir du 2e jour, c'est même plus du danger, c'est du suicide l'histoire. Il ne faut pas y aller, hein. C'est une connerie. Fais pas marin, va chez Auchan, fais autre chose, là tu vas te tuer. Mais on fait des études et on se rend compte qu'en faisant des siestes, nappes et siestes, des petites siestes bien calées, bien organisées, au bon moment, à la bonne fréquence, à la bonne durée, pour la personne, pas pour tout le monde, pour lui. En fait, il va récupérer à chaque fois de l'énergie et rester au-dessus du seuil de performance. Donc, on a déjà une clé du succès. La clé du succès, c'est pas de ne pas dormir, c'est de dormir efficacement, au bon moment, quand j'ai besoin et de la manière qui me correspond. Donc, les garçons, ils ont commencé à s'étudier, on leur a mis des capteurs sur le crâne, des trucs pour vérifier leur ventilation, et on leur a fait un hypnogramme normal. Donc vous voyez, l'hypnogramme normal, c'est comme tout à l'heure, hein, c'est sur 8 heures, là. On a bien 2 phases de sommeil profond au début, des phases de sommeil lent normal et des phases de sommeil paradoxal réparties, sommeil normal. Ils ont commencé par se dire un truc, et si au lieu de dormir sur une nuit, on dormait sur 24 heures. Voilà ce que ça donne. Sommeil parking. En fait, là, il dort à 6 heures du matin, à 15 heures, à 4 heures du matin, à 11 heures et à 18 heures. Si on regarde bien, c'est quasiment pareil. On a du sommeil profond, on a du sommeil lent léger, du sommeil paradoxal. Je vais juste le répartir un peu autrement, mais j'ai besoin de 5 cycles, je fais 5 cycles. RAS, tout va bien, au final, je maintiens quelque chose. Mais enfin, quand même, on est sur un bateau de course qui vaut 3 millions. Est-ce que raisonnablement, je peux m'endormir 3 heures pour faire ma phase de sommeil lent profond? Parce que peut-être que j'arrive au niveau du triangle des Bermudes, c'est tendu. Donc, c'est dit, c'est peut-être pas encore la bonne truc. Et là, les grands fous furieux, ils ont créé cette chose, le flash. Le sommeil polyphasique, où là, on va même plus chercher à faire un cycle normal, on va dormir des tout petits coups, très adaptés à ceux dont j'ai besoin. On va rentrer très vite dans le sommeil. Vous voyez que les cycles sont plus du tout respectés, hein. Les mecs, ils vont sommeil profond, paf, on les lâche, et ils reviennent instantanément. Rien à voir avec du sommeil normal, mais très efficace, puisqu'au final, en faisant ça, et en dormant toute la journée, mais très peu, ils arrivent à tenir 100 jours. Alors, c'est 100 jours. C'est pas toute la vie, hein. On est bien d'accord. Mais ils arrivent à tenir. Donc, on va parler un peu de sommeil polyphasique. Voilà une nuit normale et une nuit polyphasique. Nuit à la maison et nuit au travail. Ce qu'on remarque, durée de sommeil, temps passé au lit, c'est de la connerie parce qu'il ne comprend rien, hein. J'ai fait ça avec une montre. Bon, lui, je lui dis, je vais me coucher parce qu'il faut que je lui explique que la nuit commence. Mais temps passé au lit, on ne retient pas. Vraiment, ce qui est important, c'est la durée. Vous voyez que moi, ça correspond à la durée dont j'ai besoin. C'est à peu près 6h30 par jour. 6h34. Là, j'ai dormi 6h03 sur toute la nuit. Par contre, vous remarquez que je suis réveillé toutes les 5 minutes, je fais très peu de sommeil profond, je fais quand même pas mal de sommeil paradoxal, et ça c'est bien, parce vu qu'on me demande d'être efficace, mes idées restent claires. Le sommeil polyphasique, ça c'est le mien, mais il en existe plein. Là, c'est tous les types de sommeil polyphasique que vous pouvez trouver. Sommeil normal, ici, on dort la nuit, on est actif le jour. Sommeil coupé en 2 en pleine nuit. On va se réveiller vers 2 heures du matin, on est actif 2 heures, on se recouche et puis c'est parti. Là, sommeil sieste. Je dors 6 heures la nuit, je fais une bonne sieste au milieu de la journée et c'est parti. Sommeil découpé en 3, en 4. Et là, jusqu'au Huberman. Je dors toutes les 3 heures. Comme ça. Chacun peut étudier son sommeil, peut le domestiquer. On va voir un petit peu comment on fait. Ah, il me reste 5 minutes, ça va être tendu. Ok, alors... D'abord, il faut s'entraîner beaucoup. Alors, de l'entraînement, il faut connaître son sommeil, il faut se connaître. Grand dormeur, petit dormeur, quelle porte d'entrée?
Ça permet de s'adapter ponctuellement, et j'insiste sur le ponctuellement, c'est-à-dire qu'on a un objectif, faire de la garde, on a faire une course, faire un truc, ça permet de s'adapter à ça, mais ce n'est pas un rythme de sommeil à recommander à vie. L'endormissement ultra rapide, les gens qui font du sommeil polyphasique sont capables de s'endormir en 2 minutes top chrono et puis de dormir bien, quoi. Peu ou pas de cycle respecté. Ça, vous ne pouvez pas vraiment choisir d'avance, c'est votre corps qui va aller piocher ce dont il a besoin, quoi. Et enfin, on n'a pas beaucoup d'études à long terme sur l'impact du sommeil polyphasique chez des gens qui le font pendant des années. Donc c'est vraiment à garder comme une stratégie d'adaptation. Pour ceux qui n'ont jamais fait... Il y en a qui font du sommeil polyphasique dans cette salle? En navigation, ouais. Alors, pour ceux qui n'en ont jamais fait, vous pouvez commencer à vous entraîner. Mais sachez que c'est de l'entraînement à fond, à fond, à fond. Pour développer son sommeil polyphasique, ça prend des mois, voire des années. Hein. Mais je vous raconterai des petites histoires en maternité, ça fait beaucoup plaisir à Laurent. Exercice 1 de la respiration apaisante. Il faut savoir domestiquer sa respiration et se calmer par la respiration. Respiration apaisante, c'est hyper simple. J'inspire et j'expire longtemps, 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 avec juste une envie. Me calmer, je vais me calmer. Voilà, travailler de la respiration apaisante et savoir se préparer à dormir. Ça, c'est très important. Un deuxième exercice, il n'est pas de moi, il est de quelqu'un pas très connu qui s'appelait Freud. La technique de la chaise, de la pièce et du chronomètre. Vous vous asseyez sur une chaise, celle-là, là, une chaise normale. Vous prenez une pièce assez lourde dans la main, entre 2 doigts. Donc je vais vous le faire comme ça, vous vous asseyez. Vous lancez un petit chronomètre, et le but du jeu, c'est de vous détendre suffisamment pour avoir le moins de muscles contractés, de manière juste à tenir votre pièce. Vous devez chercher à détendre intégralement votre corps, mais en tenant la pièce avec le moins d'énergie possible. À un moment, vous allez lâcher la pièce, vous serez rentré dans le sommeil et ressorti instantanément par le bruit. Et là, vous apprenez à vous détendre et à rentrer dans le sommeil rapidement. Donc ça, c'est un exercice, vous pouvez le faire n'importe quand, n'importe où, c'est très agréable, en plus c'est super bien, on prend un petit moment pour soi, c'est le bonheur. Et enfin, la sieste minutée, je vais apprendre à faire la sieste, parce que pour tous ceux qui font la sieste de 2 heures le dimanche après-midi, ce n'est pas de la sieste, c'est de la récupération de dette de sommeil. N'est-ce pas Laurent Martin? Voilà. La sieste minutée, c'est très important. En fait, il faut apprendre à faire des siestes courtes. Si vous voulez faire ça, il y a 3 prérequis qui sont primordiaux. Le premier, c'est avoir l'intention de le faire. Parce que si vous commencez à faire un exercice en vous disant « ouais, de toute manière, c'est de la merde, ça ne marchera pas », c'est sûr que ça ne marchera pas, sûr et certain. Il faut accepter le changement, se dire « je vais tester, je vais le faire ». La deuxième chose, c'est justement de se débarrasser de ces croyances limitantes. Si ça marche chez des mecs à qui on confie des bateaux de 3,5 millions, ça peut marcher chez nous à qui on confie un Primus de 150 000 balles, quoi. Faut pas déconner. La croyance limitante, elle vous empêche d'avancer. Vous dites, ah ben non, mais moi j'ai jamais fait de sieste de 7 minutes, c'est impossible. Tout le monde dans cette salle est capable de faire des siestes de 7 minutes, 3 minutes, 2 minutes, c'est à vous de domestiquer ça. Tout le monde est capable. La troisième chose, c'est votre timing à vous, c'est ça qui s'apprend. Moi, je fais des siestes de 3, 7, 20, mais c'est moi. Peut-être que madame, c'est 4, 6, 12. C'est à elle de déterminer ça. Il faut qu'elle apprenne ça. Enfin, n'ayez aucun objectif, juste celui de vous détendre. Si vous dites, putain, j'ai 7 minutes, il faut que je dorme, vous dormirez jamais. Jamais. Par contre, si vous dites, j'ai 7 minutes, je fais rien et je me détends. Je fais rien. J'ai rien à faire, j'ai pas d'objectif, c'est le bonheur. Et là, vous allez voir que vous allez vous détendre pour de vrai. Donc, très important. Très important, pourquoi? J'en reviens au truc, je sais, il me reste 1 minute. De toute manière, on est foutu. Donc, je continue. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'on nous demande, c'est pas simplement d'être éveillé, c'est d'être éveillé et efficace. Et pour être efficace, il faut avoir les idées claires. La zone d'efficacité, c'est un concept très connu chez les sportifs, chez les militaires. C'est en fait cette zone verte qu'on peut appeler le flow. Je ne suis pas qu'un infirmier anesthésiste. Je suis une personne qui a des pensées, qui a une certaine conception du monde, des croyances.
qui a un corps plus ou moins vieillissant, qui a des émotions. Et en fait, chacune de ces composantes va rentrer dans ma performance. Je ne suis pas juste un bon technicien, je suis un ensemble de tout ça. Et malheureusement, tout ça n'est pas toujours aligné. Je peux être très en forme, capable techniquement, et ma maman vient de mourir hier et ne pas être du tout à ce que je vais faire. Et là, je ne serai jamais dans le flow, je serai ici. Au contraire, je peux avoir le coup de foudre en rentrant au bloc opératoire, être complètement métamorphosé dans un monde sublime, en fait, n'en avoir absolument rien à faire et ne pas être aligné sur ce que je dois faire. Et pourtant, je suis en forme, j'ai bien dormi, mon corps va bien, mais je suis tout en haut. Donc, il faut que j'apprenne quelle est ma zone. Quelle est ma zone? Comment je sais que je suis bien aligné au niveau de mon corps, de mon attitude, de mes pensées, de la gestion émotionnelle. À partir du moment où je me connais, je peux travailler là-dessus. Je vous parle juste vite fait, et ce n'est pas du tout le terme de ce truc, mais je vous présente parce qu'on me pose des questions, donc je vous le présente vite. D'abord, s'aligner, c'est se connaître et rechercher à se développer. Il faut avoir envie d'apprendre des nouvelles choses. Moi, j'ai fait ça avec les techniques d'optimisation du potentiel. Ça me correspondait. Les techniques d'optimisation du potentiel, c'est des techniques de préparation mentale développées pour les militaires à l'origine et qui se basent sur de la respiration, de la relaxation, de l'imagerie mentale et du dialogue interne. C'est les 4 piliers, 34 techniques réparties autour de ça. Mais en gros, il y aura toujours un peu tous les mêmes éléments. L'intérêt des TOP et pourquoi ça m'a plu en tant qu'infirmier anesthésiste, c'est basé sur l'action. C'est pas basé sur la méditation, la détente ou quoi que ce soit, l'action. J'ai besoin d'être efficace, comment je fais pour être efficace? Je suis fatigué, il faut que je remonte. Je suis énervé, il faut que je redescende. Il faut que je sois dans la ligne verte, tout le temps. C'est des techniques qui sont opérationnelles. Je n'ai pas besoin d'un tapis, ça ne va pas me prendre 3 plombes. En 3 minutes, l'affaire elle est torchée, je suis monté, je suis descendu, je suis aligné. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de travail en amont, on apprend à se connaître, on développe des techniques, on les utilise avant de faire les choses. Ensuite, on a des techniques juste avant. Là, avant de venir, j'ai fait un petit coup de préparation, de préactivation mentale, ça m'a fait un bien fou, c'était génial. Pendant, vous voyez, j'ai fait un exercice de respiration, je vous ai dit que c'était pour vous, en fait c'était pour moi. Et au final, après le truc, je vais utiliser encore ça pour emmagasiner les sensations, les expériences et les utiliser pour plus tard. Tout ça dans le but d'entretenir ma zone d'action, d'être dedans, de la connaître, de l'atteindre, mais surtout de savoir y rester. L'intérêt des TOP, pour moi, pour les métiers hospitaliers en général, aucun matériel. Pas besoin de tapis, de musique, de petits bambous, de machin, c'est pas nécessaire. Aucune installation. On peut quasiment dormir debout. Hein. Si les mecs du GIGN ils y arrivent, je vois pas pourquoi nous on n'y arriverait pas, on n'est pas plus cons. Donc franchement. Et enfin, aucun rituel. Ah oui, mais attends, là j'ai pas fait mes 12 respirations abdominales en étant sur la jambe droite, j'arriverai jamais à me relaxer. Non, aucun rituel, aucun. C'est je me connais, je fais ce que je dois faire. Voilà. Allez, on va passer au principal. Je pars en garde. Voilà, je pars en garde. Le premier truc, c'est quel va être le profil de ma garde. Oui, je me dépêche. Soit je travaille en CHU, je ne vais pas dormir de la nuit, je le sais déjà, ça va être la merde, c'est horrible. Donc là, il va falloir capitaliser de l'énergie. Soit je travaille en CH de province, il se peut que je dorme un petit peu, et puis il y en a bien qui va venir m'embêter avec une vésicule de 3 heures du matin, donc on va se préparer pour ça. Soit je travaille en maternité, et puis ça va être le yo-yo comme d'habitude, et ça va être l'enfer. Ça, en fait, c'est très important parce que ça va déterminer ce qu'il faut faire dans la journée. Si vous savez que vous ne dormez pas, vous vous rappelez la balance, si vous savez que vous n'allez pas dormir, il faut avoir une journée calme, il faut se reposer. Ouais, dans l'absolu, hein. J'imagine bien que quand on a 4 enfants et tout, c'est compliqué. Mais bon. Donc cette balance activité-repos, elle est à prendre en compte. Si vous savez que potentiellement vous allez dormir et que vous faites 4 heures de sommeil l'après-midi, vous ne dormirez jamais la nuit, hein. C'est pas la peine. Donc le lendemain, vous serez fatigué. Anticiper les pertes, c'est ce que je viens de vous dire. Et on va juste parler de la sieste 2 secondes, on a parlé vite fait. La sieste, c'est rapide, c'est un truc qui est rapide. La sieste, c'est pas je dors, c'est je récupère de l'énergie. La sieste, c'est pas je cherche à m'endormir, c'est je cherche à me détendre. Il y a des siestes flash, 3 minutes, 15 minutes avec café. La Coffee-Nap, vous prenez un café avant, vous avez l'effet de la caféine et du truc. Et vous avez les siestes avec relaxation qui peuvent être un petit peu plus longues. Mais en gros, la sieste doit être
un moment de récupération et pas du tout un truc grand. Si vous dormez plus de 30 minutes, c'est plus de la sieste. Vous commencez à faire des cycles de sommeil. Vous rentrez dans le sommeil lent léger et là, vous cassez votre cycle, en fait. Il ne faut jamais rentrer dans un cycle complet. L'alimentation, alors moi je ne suis pas du tout diététicien, je suis nul, je ne vais pas me permettre de vous parler trop de ça, juste je sais qu'il ne faut pas manger gras, qu'il ne faut pas boire d'alcool avant d'aller travailler, qu'il faut privilégier des pâtes, des céréales, et surtout qu'il faut garder son équilibre alimentaire, son cycle alimentaire. Je suis arrivé en garde, et donc c'est le début de nuit. Le début de nuit, il faut anticiper les pertes. Alors je ne sais pas s'il y en a qui ont connu Yves Gallet dans cette salle, anesthésiste de maternité. Yves Gallet, un soir j'arrive, j'étais jeune infirmier anesthésiste, 20 heures, plein de fougues, d'hormones et tout. Et puis il me dit, ouais, je vais me coucher. Yves, il est 8 heures quoi, c'est 8 heures du soir. Il me fait, tu comprendras un jour. Et ben j'ai compris. Ça m'a pris quelques années, mais j'ai compris pourquoi il allait se coucher à 8 heures. Parce qu'il anticipe les pertes. Avoir une stratégie. Je sais que je vais avoir 2 heures de repos à tel moment, puis qu'après, il faudra que j'aille vérifier ça, puis que potentiellement j'aurai ça. Eh bien, je stratégise ma nuit. Je vais me reposer maintenant. Ensuite, je vais m'activer un petit peu. J'aurai 20 minutes pour me reposer. Ensuite, ça va repartir. Mais en gros, c'est plus je vais discuter avec ma collègue pendant 2 heures. Ensuite, je vais regarder un peu le téléphone et tout. Parce qu'en fait, votre cerveau ne se repose jamais. Il faut que votre cerveau se repose. Il faut manger tôt. Arrêtez de manger à 11h, minuit. C'est une hérésie. En fait, chez vous, vous ne mangez pas à 11h minuit, vous mangez à 19, 20h. Vous avez un cycle alimentaire. Ce n'est pas parce qu'on est de nuit qu'il faut perturber ce cycle, parce que sinon, vous le modifiez, en fait, votre cycle. Donc, plutôt manger avant d'aller en garde, plutôt des sucres lents pour tenir la nuit, et éviter de grignoter toutes les 5 minutes. Bon, ça, c'est la stratégie avant. On est dans le vif du truc, oui, je sais, je me dépêche. Se réchauffer parce qu'il fait froid. Si on veut rester actif, se reposer dès que possible. Alors ça, c'est hyper important. Vous vous rappelez de ce truc-là, alors on me dit, oui, c'est bien gentil, mais comment on fait ? Il ne faut pas se reposer longtemps, il faut se reposer souvent. Moi, c'est 20 minutes. Je mets ma montre, je mets un réveil, 20 minutes. Au bout de 20 minutes, ça sonne, je me lève, je regarde, soit je peux continuer, je remets 20 minutes, soit je ne peux pas continuer, je me lève. Et ça va être comme ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'est la catastrophe. Oh là là là, on va être en retard. Alors, se reposer dès que possible, pas longtemps, mais souvent. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de la dynamisation physio-psychologique. C'est un grand mot hyper barbare pour juste dire, je vais bouger ma tête, mon buste, mes membres, je vais avoir des idées toniques, je vais faire une respiration active, je vais insister sur l'inspi. Et en fait, je me dynamise à la fois le corps et à la fois l'esprit. Donc ça réveille. Enfin, on sait que le cortisol, il faut de la lumière. Eh ben, on a des cialétiques, profitons-en. Voilà. Et surtout, ne pas grignoter. Si vous grignotez toute la nuit, votre appareil digestif, il travaille toute la nuit, il consomme des ressources, vous êtes fatigué. Il ne faut pas faire ça, c'est mal. Vous arrivez en fin de nuit, j'ai presque fini, bientôt. On se repose dès que possible. La fin de la nuit, c'est ce qu'il y a de plus dur. Pareil, vous mettez un réveil, 20 minutes, 20 minutes, si, 20 minutes, peut-être 15 si vous voulez. Sécurité au retour, hyper important, vous vous sentez fatigué, dormez 10 minutes, un quart d'heure. Pourquoi ? Parce que c'est prouvé, quand vous n'avez pas dormi plus de 12 heures, vous avez l'équivalent d'1,5 g d'alcool dans le sang. Dormez juste un quart d'heure, ça va vous faire du bien et vous rentrerez chez vous. Vous savez, mieux vaut arriver en retard dans ce monde qu'en avance dans l'autre. Enfin, on récupère efficacement. Merci. Elle n'est pas de moi. Récupérer efficacement, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez passé votre nuit d'enfer, vous n'avez pas fermé l'œil, vous êtes éclaté, vous ne rêvez que d'une chose. C'est un bon plumard. Eh ben non, faut pas faire ça. C'est pas faire. C'est mal. C'est l'ennemi. Il faut sauvegarder votre rythme de sommeil. Là, on ne parle pas du travail de nuit pendant 1 mois, 2 mois. On parle de travail posté. Je travaille le jour, je travaille la nuit, je travaille le jour, je travaille la nuit. Il faut garder le plus possible votre rythme. Si vous dérégulez et que vous commencez à dormir le matin, votre corps ne comprend plus. Donc, ne pas dormir 5 heures le matin. Vous rentrez du boulot, vous essayez de garder un rythme d'éveil. Actif. Si vraiment vous êtes éclaté, ce qui arrive, je suis le premier à bien être conscient, eh ben vous dormez 20 minutes. Vous mettez votre réveil, vous dormez 20 minutes. Pas dans le lit, dans le canapé. Hop,
vous allongez. Au bout de 20 minutes, vous êtes éclaté, vous dormez 20 minutes. Au bout de 20 minutes, vous êtes rééclaté, vous dormez 20 minutes. Et vous dormez 20 minutes jusqu'à ce qu'à un moment, vous n'ayez plus envie. Vous dites, OK, c'est bon, je me lève. Et là, actif, 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 actif. Déjeuner léger, parce que quand on mange lourd, on a envie de dormir. Après le déjeuner, un cycle, parce que vous êtes en dette. Un vrai cycle, 1h30. Vous avez le droit d'aller dans le sommeil profond, vous avez le droit de recharger vos muscles, vous avez le droit de faire du sommeil paradoxal et de rêver à une vie meilleure. Enfin, le soir, dîner féculent pour ne pas être réveillé pendant la nuit, surtout pas de litre de thé. Et là, dès que vous bâillez, 9h du soir, c'est pas Netflix ou quoi que ce soit, c'est ciao la compagnie, à chaque jour suffit sa peine, et là, vous allez récupérer tous les cycles que vous avez en retard. Si d'habitude vous dormez 7 heures et que vous dormez 9, tant mieux pour vous, vous en avez récupéré. Les recos, bon, en fait, on va les passer, c'est tout ce que je vous ai déjà dit, on s'en fout. C'est exactement pareil. Et puis voilà, j'ai terminé, je vous remercie.